Marie-Bernadette Dupuis, l'orpheline de Manhattan. À mon ami Philippe Poré-Cureur. C'était autour d'un bon repas à New York. T'en souviens-tu, mon cher ami? Nous parlions avec passion de cette immense et si belle ville de lumière, mais aussi de son passé, de ses zones d'ombre, de ses intrigues. Que de rires et d'émotions, d'idées échangées. En souvenir de ces inoubliables moments, je suis heureuse de te dédier cet ouvrage. Note de l'auteur. Un soir d'été à New York, alors que depuis le pont de Brooklyn, je regardais s'allumer les millions de lumières de la formidable cité, j'ai été frappée par l'idée d'un roman inspiré de faits authentiques dont l'action, empreinte d'intrigue et de suspense, se déroulerait en partie ici. Le point de départ serait le destin souvent tragique des hordes d'orphelins qui déferlaient sur les marches du Nouveau Monde, à l'époque charnière de l'immigration massive, entre le XIXe et le XXe siècle. Par la suite, mes promenades matinales dans Central Park m'ont confortée dans ce projet. Je voyais l'image d'une fillette endormie sur un banc, une enfant perdue, au cœur brisé par un sort cruel. Dès mon retour en France, je me suis lancée dans cette nouvelle aventure, avec les terres viticoles d'un vieux château de Charente comme seconde toile de fond, où j'ai donné naissance à la petite Élisabeth, dont je vous invite à suivre la tumultueuse destinée, ponctuée par les cauchemars lourds de sens dont elle s'éveille effrayée, même devenue jeune fille. Mais je ne veux pas en dire plus, vous le savez. J'espère que vous apprécierez ces pages et que vous aurez plaisir à voyager avec moi dans le passé, depuis la France jusqu'à la fascinante ville de New York que j'aime tant et où je me sens si bien. C'est son atmosphère unique qui m'a inspiré cette histoire où grondent les orages du cœur et de l'âme. Je vous en souhaite une belle lecture. Avec toute mon affection. Marie-Bernadette Dupuis. Chapitre 1. Une famille déchirée. Château de Guerville, vendredi 15 octobre 1886. Non, non et non. Je m'oppose à votre départ. C'est de la pure folie, s'écria Hugues Laroche, dont le poing fermé s'abattit sur la table si violemment que les verres en cristal en tremblèrent. Un coup de tonnerre répondit aux exclamations indignées de l'homme. L'orage s'était abattu sur le pays depuis une demi-heure. Maintenant, il se déchaînait. Derrière les vitres que chaque grondement faisait vibrer, le ciel était d'un gris métallique, couleur de plomb, strié par instants de longs éclairs blancs. Que ton mari aille courir les mers si ça lui chante. Mais toi, Catherine, tu dois rester en France, sur la terre où tu es née, ajouta le maître des lieux. Papa, je suivrai Guillaume au bout du monde s'il le fallait. Alors arrête de vociférer. Nous ne changerons pas d'avis. La jeune femme, une main posée sur son ventre rebondi, adressa à son père un paisible sourire, vaguement ironique. Ensuite, elle observa d'un regard inquiet les chênes centenaires du parc, dont les feuilles rousses s'envolaient dans une ronde folle, au gré des rafales du vent. L'enfant qu'elle portait s'agitait, comme troublé par l'atmosphère d'apocalypse. « Ne crains rien, ma princesse, nous sommes à l'abri ici, » dit-elle à sa fille de 6 ans, assise à ses côtés. Jérôme, le majordome, avait ajouté un coussin sur la chaise. La petite était à bonne hauteur pour manger, en l'occurrence son dessert, un flan meringué. Mais pour l'instant, elle ouvrait de grands yeux affolés. Sa mère la prit dans ses bras et la cajola, en lui soufflant à l'oreille des paroles de réconfort. « Ce n'est plus un bébé, Catherine, » protesta Adéla Laroche. « Tu la rendras faible si tu la couves trop. » Élisabeth est effrayée, maman. Je la connais mieux que toi, l'orage l'impressionne, et les hurlements de papa aussi. « J'ai de quoi hurler !» trancha celui-ci. C'était un homme de stature mince, aux traits énergiques, imbu de sa position sociale. Riche propriétaire terrien, à la tête d'excellents vignobles, il avait coutume d'imposer sa loi.
Oui, j'ai de quoi être furieux, s'écria-t-il, après ce que je viens d'entendre. Moi qui me réjouissais de vous recevoir pour dîner. Vous n'aviez qu'une hâte, me planter un couteau dans le dos. Hugues Laroche pointa un index accusateur en direction de son gendre. « Guillaume, vous dépassez les bornes, dit-il. Pour le bonheur de Catherine, j'ai toléré ce que je considérais comme une mésalliance, mais la coupe est pleine. Pleine à ras-bord. Vous entraînez ma fille unique dans une aventure périlleuse et ridicule. L'Amérique, New York, qu'est-ce que vous croyez? Qu'ils ont besoin d'un minable charpentier là-bas? » Élisabeth, toujours blottie contre sa mère, ne quittait pas son grand-père des yeux. Il lui faisait penser à l'ogre des contes que lui lisaient ses parents, ou bien au diable qui, selon une vieille femme du village, emportait les enfants désobéissants. Le maître du château n'avait ni corne ni sabot fourchu, pourtant la petite croyait voir autour de sa tête une brume grisâtre, comme s'il crachait de la fumée. « Bon papa est fâché, n'aie pas peur, » murmura Catherine en la serrant plus fort contre elle. Guillaume Duquesne avait constaté la panique qui terrassait sa fille. Il s'indigna. « Je vous en prie, monsieur, » dit-il d'un ton calme. « Nous en discuterons plus tard, quand Élisabeth sera couchée. Elle n'a pas à être témoin de notre querelle. » Compagnon charpentier du Tour de France des Devoirs, âgé de 33 ans, il affronta d'un air serein son beau-père. « De surcroît, votre fureur est vaine. Rien ne nous empêchera de partir. Dans 4 jours, nous embarquons sur le paquebot La Champagne, au Havre. Il serait préférable de nous séparer en bons termes. »« Je suis d'accord avec Guillaume, papa, » renchérit Catherine. « Ne nous quittons pas sur un mauvais souvenir, je t'en prie. » Le jeune couple s'était préparé à la scène qui se déroulait dans la vaste salle à manger. Hugues Laroche pinça les lèvres. Il couva sa fille unique d'un regard passionné. Elle était si jolie. Ses cheveux blonds s'accordaient à son teint laiteux, à ses traits harmonieux et délicats. Elle aurait bientôt 29 ans. Courage et détermination brillaient dans ses beaux yeux verts. Malade d'amertume, il se demanda encore une fois pourquoi et comment elle était tombée amoureuse de ce Guillaume au teint hâlé, aux prunelles grises et aux cheveux noirs. Le 3e rejeton d'un meunier. Se disait-il en son fort intérieur. J'aurais souhaité un gendre capable de me succéder sur le domaine, et non pas un Jean Foutre pareil. Il allait poursuivre son agression lorsqu'un long coup de tonnerre éclata d'une telle virulence que tous se figèrent. Aussitôt la pluie redoubla. Adéla Laroche se signa en essayant de garder une expression impassible. « Quelle soirée !» déplora-t-elle. « Comment ne pas avoir les nerfs à vif ? Cependant, ton père dit vrai, c'est une pure folie. Pense à ta fille, Catherine, aux désagréments de la traversée, le roulis, le mal de mer, la mauvaise nourriture, les nausées inévitables, la promiscuité. Je suppose que vous serez en 3e classe. » « Le voyage dure une dizaine de jours, » précisa Catherine. « Ma grossesse ne me cause aucun désagrément, je suis dans mon 7e mois. Je suis désolée de vous faire autant de peine. Je l'admets, nous vous annonçons la nouvelle au dernier moment. C'était pour éviter des jours et des jours de discussions, de reproches. Nous avons vendu nos meubles, un terrain qui m'appartenait en propre, afin de payer les billets. »« On nous attend à New York, » précisa Guillaume. « Un ami compagnon m'a assuré d'un emploi sur la construction d'un immeuble de la 23e rue. Ils ont besoin de charpentiers qualifiés. » Quelle blague! Comme s'il n'y en avait pas déjà sur place, mon pauvre Duquesne, s'égosilla Hugues Laroche. Sur ces mots, il leva les bras au ciel. Un nouveau grondement, ponctué de crépitements menaçants, retentit, si bien qu'Élisabeth eut l'impression que son grand-père l'avait provoqué en s'agitant ainsi. Elle eut alors la prescience aiguë d'un danger, sans pouvoir déterminer d'où il venait. « J'ai très peur, maman, » réussit-elle à murmurer. « Il ne faut pas, ma chérie, je te le répète, nous sommes bien à l'abri, » lui dit Catherine tout bas, avant de l'embrasser sur le front avec une infinie tendresse. Guillaume ruminait, l'air sombre, le « mon pauvre Duquesne » que Laroche lui avait asséné. S'il avait pu, il aurait emmené sur le champ sa petite famille. Mais la danse infernale des éclairs continuait derrière les vitres ruisselantes. « Ce sera pire au milieu de l'océan », insinua perfidement Adéla Laroche en tamponnant ses lèvres du bout de sa serviette de table blanche. Une silhouette passa dans le couloir voisin.
C'était le majordome, attentif à la bonne marche du dîner. « Vous pouvez débarrasser, Jérôme, » ordonna la maîtresse des lieux. « Catherine, il me vient une idée. Laissez-nous Élisabeth. Elle bénéficiera d'une bonne éducation sous le toit de ses ancêtres. Notre petite fille égaiera par sa présence notre demeure un peu austère. » Les yeux bleus d'Élisabeth s'attachèrent aussitôt au profil de sa grand-mère. Elle la connaissait peu, et l'idée d'être confiée à cette dame au chignon blond et au nez brusqué la jeta au cou de Catherine. Le décor de la grande salle à manger, auquel l'enfant n'avait guère prêté attention, lui apparut obscur, oppressant, prêt à se renfermer sur elle pour la retenir prisonnière. Son regard effaré alla des lourds doubles rideaux en velours vert au tableau où figuraient des personnages à l'air renfrognés. Puis elle leva le nez vers le plafond en plâtre blanc, orné de rosaces en relief, qui représentaient des grappes de raisin, des feuillages, des fleurs extravagantes. Quant aux lambris de chêne sombre, Élisabeth eut la certitude qu'ils cachaient des portes secrètes menant à des caves humides. « Ma chérie, tu me serres si fort que je peux à peine respirer, » protesta sa mère en riant. « Élisabeth, ne crains rien, enfin. Tu viens avec nous en Amérique. »« Je n'aime pas le château, maman. Je préfère chez nous, ou chez Pépé Toine. » Élisabeth avait grandi dans une agréable maisonnette au bord du fleuve Charente, dans le village de Montignac. Son autre grand-père, le meunier Antoine Duquesne, habitait 1 kilomètre en amont. Un paradis pour l'enfant, entouré d'affection et libre de déambuler du matin au soir dans un modeste jardin. « Ne t'inquiète pas, ma princesse, » répliqua Catherine à son oreille. « Tu viendras avec nous, je te le promets. »« Et pourquoi ?» s'enflamma Hugues Laroche. « Adéla a raison, nous pouvons au moins garder Élisabeth. Elle ne manquera de rien. Je lui lèguerai tout. » Guillaume frappa à son tour sur la table du plat de la main. Il était outré. « N'y pensez pas, » s'exclama-t-il. « Notre fille grandira sur le sol d'Amérique, loin des valeurs frelatées de ce vieux continent. Je suis capable de subvenir aux besoins de ma famille. N'en parlons plus, je vous prie. » Élisabeth s'apaisait, cajolée par sa mère. Catherine en profita pour donner son opinion. Elle rayonnait, ses épaules menues nappées de sa chevelure dorée aux boucles soyeuses. Guillaume ne put s'empêcher de lui sourire. Il l'aimait de tout son être. D'abord séduit par sa beauté chaleureuse, sa finesse de Tanagra, puis très vite conquis par ses qualités de cœur, son intelligence, sa vitalité. « Maman, papa, ce débat me fatigue. Nous vous écrirons, c'est promis. Mon mari et moi, nous rêvons de partir. Pourquoi vous y opposer ?» Le majordome s'affairait autour de la table où l'argenterie scintillait autant que les verres en cristal. Le vent hurlait dans les cheminées à présent, et malgré les feux allumés dans la salle à manger et dans le grand salon voisin, on aurait dit qu'une meute de loups rôdait autour du château. Une pluie de rue noyait les pelouses du parc, ruisselant sur les hautes toitures d'ardoise pour se changer en torrent impétueux au creux des gouttières de zinc. « Mon Dieu, ce n'est plus un orage, mais une tempête !»« Vous devriez dormir ici, » proposa Adéla. « Il fera bientôt nuit. Jérôme, demandez à Madeleine de préparer une chambre. Le feu allumé, les draps chauffés à la bassinoire. Et dressez un lit pour mademoiselle Élisabeth dans la nurserie. »« Oui, madame, » répondit le domestique. « Maman, tu décides pour nous, » s'insurgea Catherine. « La calèche que nous a prêtée le docteur est équipée d'une capote en toile gommée, quasiment imperméable. Nous avions l'intention de rentrer chez monsieur Duquesne. Mais je veux bien passer la nuit au château. Demain matin, il faudra nous dire au revoir. Nous serons peut-être tous dans de meilleures dispositions. » Adéla se félicita du délai obtenu. Quelques heures suffisent parfois à peser lourd dans une décision. Une trêve s'instaura, en l'honneur des digestifs, nécessaires après un rôti de veau à la croûte dorée, sur sa garniture de cèpes et de pommes de terre. Tout en dégustant une liqueur de cassis, Hugues Laroche cherchait comment retenir sa fille et sa petite-fille. Il refusait de les imaginer en mer et même dans les rues de New York. « Guillaume, mon gendre, » commença-t-il après avoir terminé son assiette, « je vous présente mes excuses.
Mettez-vous à ma place. Vous m'annoncez dès que nous prenons place à cette table que vous embarquez au Havre dans 4 jours. J'avais de quoi être bouleversée. Un projet d'une telle gravité, j'aurais apprécié d'en discuter auparavant avec vous et Catherine. Le mal est fait, j'ai tenu des propos désagréables à votre égard. Veuillez me pardonner. Je vous pardonne volontiers, monsieur. Je serai franc. J'ai été contrarié et fort désagréable au début de votre mariage. Accordez-moi une chose, j'ai su m'incliner devant votre amour. Reprenons le problème à la source. Que voulez-vous dire? Si je vous offrais une perspective d'avenir sur nos terres, devenez mon associé. Installez-vous au château qui dispose de plusieurs chambres confortables. Ma fille retrouvera un train de vie qui lui est familier, le bébé naîtra dans les meilleures conditions, nous partagerons l'ouvrage et les bénéfices. Catherine était stupéfaite. Elle mesurait l'importance de la proposition de son père, l'intransigeant viticulteur n'ayant jamais envisagé de formuler pareille offre à un gendre qu'il méprisait. Guillaume ne peut pas refuser, il serait stupide, triomphait intérieurement Adéla, le regard brillant d'espoir. Mon Dieu, ils vont rester ici, j'en suis certaine. C'est très généreux de votre part, monsieur, répondit d'un ton poli le charpentier. Mais je n'ai pas le goût d'exploiter vos vignobles, ni de profiter de vos largesses. J'aime mon travail, et le nouveau monde m'appelle. Nous forgerons notre destinée là-bas, ma femme, nos enfants et moi, sans dépendre de personne. Je suis désolée. Catherine, soulagée, se redressa. Elle croyait sentir le vent du large sur son front, ses joues. Son père nota son mouvement de joie, mais il dissimula son irritation sous un sourire résigné. « Au fond, vous êtes un orgueilleux, Guillaume, » fit-il. Ce qui est souvent gage de réussite. Fier aussi, et je ne peux vous le reprocher. Nous aurions pu trouver un terrain d'entente. Eh bien, restons-en là. Guillaume consentit d'un signe de tête, mais il jeta un regard amusé à Catherine. Rien n'aurait pu influencer le jeune couple qui éprouvait le même désir de liberté, de découverte. Élisabeth avait repris place sur sa chaise. Elle terminait son flanc meringué, réconfortée par la certitude que ses parents l'aimaient et l'emmèneraient. Chaque soir, depuis 2 semaines, elle les écoutait raconter comment se déroulerait leur grand voyage sur la mer. Catherine la berçait de descriptions idéales. Elle lui avait montré des images représentant l'immense océan bleu et vert, aux vagues ourlées d'écume blanche. Il y avait aussi des mouettes dessinées dans le ciel, une espèce d'oiseau inconnu en Charente. Guillaume, lui, avait trouvé une photographie de paquebot pour expliquer à sa fille qu'il passerait 10 jours sur un bateau énorme, pareil à une immense maison flottante. Pourtant, sa quiétude retrouvée fut balayée par Madeleine, la femme de chambre des Laroche, qui tira son siège en arrière. C'était une robuste paysanne au regard perçant, aux traits un peu lourds, âgée de 28 ans. Elle portait une petite coiffe blanche sur des cheveux châtains attachés sur la nuque. « Demoiselle, je dois vous mettre au lit, » lui dit-elle. Catherine ébaucha un geste de protestation, accoutumée à coucher sa fille elle-même, mais Adéla s'interposa. « Madeleine s'occupera bien d'Élisabeth. Nous devons avoir une conversation toutes les deux. Tu as été élevée ainsi, l'aurais-tu oublié ? Les enfants de cet âge doivent se coucher tôt, être calmes. » « Je m'en souviens parfaitement, » rétorqua Catherine. « J'étais obligée, l'été, de m'ennuyer au lit alors que tu recevais tes invités dans le parc, sous les lampions. J'entendais la musique et je me languissais d'être loin de la fête. L'hiver, c'était pire encore. J'avais peur, seule là-haut, quand le vent sifflait dans la cheminée comme ce soir. Au fond, je me sentais moins seule au pensionnat. « Est-ce ma faute si je n'ai pu te donner des frères et sœurs ?» se plaignit sa mère. « Allons, ne sois pas si sensible. Dis bonne nuit à Élisabeth. » Contrariée, Catherine céda. Dès l'aube, il s'en irait, son mari, sa fille et elle. Plus jamais on ne lui imposerait des principes ineptes. « Élisabeth, ma chérie, tu vas suivre Madeleine. Obéis-lui, récite ta prière et endors-toi. Je viendrai te voir en montant me coucher. » Sur ces mots, elle câlina sa fille, l'embrassa encore et encore, afin de la réconforter. « Tu viendras, dit maman. » s'alarma celle-ci.
Je croyais qu'elle était muette, notre poupée, s'esclaffa alors Hugues Laroche. Eh bien non, elle sait parler. Élisabeth n'est pas une poupée, monsieur, s'indigna Guillaume. Et chez nous, elle se montre bavarde, curieuse de tout. Elle commence à lire des termes simples sans notre aide, ceux dont nous sommes fiers. Le viticulteur s'apprêta à répliquer. Un bruit épouvantable l'en empêcha. Ils eurent tous l'impression qu'un pan de toiture s'effondrait ou qu'on brisait portes et fenêtres. « Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» s'affola Adéla. « Je croyais l'orage terminé. »« La foudre, sûrement, » répondit son époux. Le majordome accourut alors, blafard, les yeux exorbités. Il s'inclina devant ses maîtres. « Monsieur, madame, le grand sapin est tombé contre la tourelle. Vincent me l'a annoncé à l'instant. Il rentrait de l'écurie. »« Seigneur, un arbre vieux de 200 ans, » déplora Laroche en se levant précipitamment. « Excusez-moi d'être pessimiste, mais j'y vois un triste présage. Je dois constater les dégâts. Je vous accompagne, » s'écria Guillaume. Adéla ne bougea pas, mais elle eut un élan vers Catherine, dont elle étreignit la main. Madeleine, imperturbable, conduisit la petite fille vers la salle du XIIe siècle qui donnait accès au pont-levis. La vaste pièce, d'architecture romane, servait de hall d'honneur aux Laroche. Le couple ne manquait pas une occasion d'évoquer auprès de leurs invités le riche passé historique de l'ancienne forteresse que les gens du village de Guerville appelaient respectueusement le château. Élisabeth se retourna pour regarder sa mère une dernière fois. Elle aurait voulu rester sur ses genoux ou bien monter avec elle. La salle à manger où elle ne se sentait pas à son aise auparavant lui paraissait soudain un agréable refuge. Les lampes à pétrole dispensaient une douce lumière jaune sous laquelle luisait le bois de meubles de taille colossale. « Dépêchons, mademoiselle, » ordonna la domestique. Une fois dans le hall agrémenté de plantes vertes, de miroirs, la fillette ralentit le pas. Des trophées de chasse étaient accrochés sur les murs tendus de panneaux de velours rouge. Élisabeth ne les avait pas vus en arrivant. Là, sous les reflets changeants de la bougie, elle observa les animaux aux yeux de verre colorés, de malheureuses bêtes à son idée, car ils avaient perdu une partie de leur corps. Elle identifia un sanglier, un cerf, des chevreuils. Ces gracieux cervidés passaient souvent près de leur maison pour aller boire dans le fleuve, et elle s'attrista davantage. « C'est monsieur votre grand-père qui les a tous tués, » commenta la femme d'un ton respectueux. « Mais il n'a fait empailler que les plus beaux. » Gravir les innombrables marches qui conduisaient aux chambres vint à bout des forces d'Élisabeth. Elle bâilla à plusieurs reprises jusqu'à l'étage. Enfin Madeleine la fit entrer dans la nurserie en la poussant par l'épaule. Loin du regard sévère de ses patrons, elle perdait ses manières mielleuses et son air docile. « Couche-toi vite, » jeta-t-elle durement. « Tu nous en causes du dérangement pour une nuit. » Le feu, allumé depuis 5 minutes à peine, n'avait pas encore réchauffé la pièce, éclairée par une chandelle en partie consumée. « Bien sûr, il te faut une chemise, » s'impatienta la domestique. « J'en ai une sous ma robe. »« Tiens, tu as retrouvé ta langue ? Oui, ça suffira. Ôte-moi tout ça. J'ai mis 2 couvertures dans ton lit, tu n'auras pas froid. »« Est-ce que vous êtes fâchée ?» La question, énoncée d'une voix nette, surprit Madeleine. Elle observa la petite avec méfiance. « Fâchée ou pas, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. J'ai de l'ouvrage plus qu'il n'en faut du matin au soir, moi. Et Vincent m'attend pour notre partie de cartes. »« Qui est Vincent ?»« Le valet d'écurie. Il monte le bois dans les chambres aussi. As-tu fini de me tirer les vers du nez, vilaine curieuse ?» Élisabeth dut retenir ses larmes, désorientée par l'attitude de Madeleine. Son cœur lui faisait mal. Sans rien dire, sans pleurer, elle se laissa déshabiller. Soudain un cri lui échappa, en apercevant des silhouettes confuses à quelques pas, une femme et un autre enfant qui s'agitaient, brassaient des tissus. « Là, là !» murmura-t-elle. « Des gens !»« Misère que tu es bête !» se moqua Madeleine. « C'est nous deux dans le miroir, petite sotte. Tu n'as jamais vu de miroir ? Avance un peu. » L'enfant savait ce qu'était un miroir, mais celui qu'utilisaient ses parents était rond, de la taille d'une assiette. Catherine lui montrait son reflet le dimanche matin avant la messe, ce qui l'amusait beaucoup. Là, c'était différent.
Elle se voyait des pieds à la tête en chemise blanche à bretelles. Ses yeux semblaient agrandis, ses joues et son menton plus ronds. Elle considéra ses boucles brunes, le ruban rose qui les maintenait en arrière, et se reconnut enfin. « Il n'y a pas de quoi avoir peur, » s'esclaffa la domestique. « Maintenant couche-toi. »« Je dois dire mes prières ?»« Tu les diras dans ton lit, entends-tu, je suis pressée. » Madeleine l'aida à s'allonger entre les draps glacés que n'avait réchauffé aucune bassinoire garnie de braise. Ensuite, elle s'accroupit près de la cheminée, actionna le soufflet avec énergie. Des flammes jaunes, très claires, s'élevèrent. « Je souffle la chandelle, le feu servira de veilleuse, » décréta-t-elle. « Tu n'es pas à plaindre, va. Il y en a plus mal lotis, et je te préviens, si tu racontes à ta mère comment je t'ai parlé, gare à toi. Je connais des mauvais sorts qui punissent les gamines trop bavardes. Oui, je peux faire sortir des asticots de ta bouche, des vers de terre de tes oreilles, compris ? » « Oui, » murmura la fillette, terrifiée, en remontant la couverture jusqu'à son nez. La hargne de Madeleine à son égard lui était perceptible, mais de façon confuse, accordée en fait au grondement de l'orage, tout à l'heure à la furie de la tempête. La voix sèche de la femme de chambre, ses gestes nerveux ne la surprenaient plus. Du fond de son petit cœur anxieux, Élisabeth accusa le sombre château d'être l'unique coupable. Rien de bon ne pouvait y arriver. Elle en avait eu la preuve. Son grand-père hurlait et tapait sur la table. Sa grand-mère ne l'avait même pas embrassé. « Maman » appela-t-elle tout bas. « Viens, maman. » Du seuil de la nurserie, Madeleine la menaça d'un rictus sévère. « Ta mère a autre chose à faire. Tu ferais mieux de dormir. » La porte se referma. Le feu lançait des étincelles, crépitait parfois, mais il ne suffisait pas à rendre rassurant le décor qui entourait l'enfant. Elle considérait, saisie de frayeur, les rideaux blancs, immenses, qui voilaient les fenêtres. Elle crut les voir s'agiter doucement et cessa de les observer. Ses yeux se posèrent sur les ornements de plâtre ornant les angles de la pièce, mais parmi les arabesques, elle imagina des araignées tapies. Enfin, elle chercha du réconfort du côté d'une haute armoire au fronton triangulaire. Les battants luisaient dans la pénombre et ils s'entr'ouvraient lentement. Élisabeth en perdit le souffle, un sanglot la secoua. « Maman, papa » gémit-elle. Personne ne vint à son secours. Catherine, qui avait rejoint son mari et son père dans le petit salon surnommé fumoir, était loin de soupçonner dans quel tourment se débattait sa fille. Malgré l'odeur pénible du tabac, elle s'était blottie contre Guillaume, toujours avide de sa présence. Les deux hommes avaient les cheveux luisants de pluie car ils venaient de rentrer. « Je suis écœurée, » disait Hugues Laroche. « Le grand sapin était un peu l'emblème du domaine. J'ai souvent pensé qu'il était déjà planté quand Louis XIV, le roi Soleil, est passé ici, dans notre château. »« C'est fort possible. L'arbre avait plus de 200 ans, » confirma le jeune charpentier. « Mais il s'est brisé à mi-hauteur. Il ne mourra pas. »« Peu importe, il faudra le couper à ras pour préserver la beauté du parc, » soupira Laroche. « J'en planterai un autre, que je ne verrai pas atteindre une taille pareille. »« Cher papa, je suis vraiment désolée. Ne sois pas triste, » s'écria Catherine. « Ma seule consolation serait de vous garder tous les trois, ainsi que l'enfant à naître, » dit-il d'un ton grave. « Si tu as un fils, si Guillaume acceptait mon offre, je pourrais m'éteindre en paix, sachant que la propriété, les vignobles, seront entre de bonnes mains. » La jeune femme esquissa un sourire. Elle abandonna le bras de son mari pour aller cajoler son père. « Tu as 52 ans. Tu tiendras encore longtemps les rênes de ton fameux domaine, papa. » « Comment en être sûre, ma fille ? Souviens-toi des paroles de l'Évangile. On ne sait ni le jour, ni l'heure où Dieu nous rappelle à lui. Enfin, je renonce à vous convaincre. Les dés sont jetés. Je sens bien que rien ne vous retiendra sur le sol français. » Adéla fit son entrée au même instant. Elle agita la main devant son visage afin de signifier son dégoût pour la fumée de cigare. Tout de suite, Hugues Laroche jeta l'objet du délit dans le feu. « Retournons dans la salle à manger, » déclara-t-il. « Jérôme nous apportera du champagne. Autant trinquer à votre départ. » Catherine et Guillaume échangèrent un regard soulagé.
La soirée s'achevait sur leur victoire. « J'espère qu'Élisabeth ne m'attend pas, déplora seulement la jeune mère. Telle que je la connais, elle aurait été plus à son aise près de nous. Ciel, une enfant de cet âge installée à côté de votre lit, s'indigna Adéla. Pour une fois, cela ne nous aurait pas dérangé, se récria Catherine. Chez nous, à Montignac, je lui avais aménagé une petite pièce qui communiquait avec notre chambre. Mais elle ne dort pas bien depuis quelques jours. Rien d'étonnant, la perspective du voyage la perturbe sans doute, hasarda Guillaume. La discussion tourna court. Hugues Laroche entraîna sa fille en la prenant par la taille. Il avait un besoin viscéral de la toucher, de s'imprégner de son image, de son délicat parfum de lavande. « Si vous êtes dans la peine, murmura-t-il à son oreille, écris-moi. Je ne te laisserai manquer de rien, Catherine. Et revenez quand vous le souhaitez. Ma proposition tiendra tant que j'aurai un souffle de vie. » « Papa, comme tu es bon sous ton armure, répliqua-t-elle tout aussi bas. Je te remercie. Ne te fais aucun souci. Nous sommes si heureux de découvrir New York ensemble. Hier matin, nous avons bien ri en nous avouant que ce serait un peu notre lune de miel. » Guillaume et Adéla avaient entendu les paroles de la jeune femme qu'ils suivaient de près. « Votre lune de miel, répéta cette dernière d'une voix amère. Est-ce notre faute si vous avez refusé de partir en Italie ? C'était un cadeau que nous avions convenu de vous faire, mais non. Vous avez préféré passer une semaine au bord de la Charente pour rendre habitable la pauvre maison où vous alliez vivre. » Catherine évita de répondre à sa mère qu'elle devinait prête à pleurer de dépit. Elle se contenta de l'embrasser sur la joue, tandis que le majordome, sur un ordre marmonné, se ruait vers l'office afin de rapporter le champagne. Madeleine le croisa dans le hall. Elle lui fit un clin d'œil avant d'entrer dans la salle à manger. « Mademoiselle Élisabeth a récité ses prières et elle dort déjà, » annonça-t-elle en fixant Catherine. « Je vous remercie d'avoir pris soin d'elle, » dit gentiment celle-ci. « Je craignais qu'elle prenne peur, seule à l'étage. »« Oh non, madame, j'ai patienté à son chevet, mais elle était fatiguée, » mentit la domestique avant de se retirer avec force courbette. À l'étage du château, dans la nurserie silencieuse, Élisabeth faisait l'apprentissage de la peur irraisonnée, instinctive. Elle voyait distinctement les battants de l'armoire s'entrebâiller, puis se refermer à peine à un rythme régulier. La première fois, elle s'était enfouie sous les draps sans cesser d'appeler sa mère. Puis, comme fascinée, elle avait fixé le meuble à travers les barreaux en bois laqué de son lit afin de guetter le mystérieux va-et-vient des portes. Maintenant, elle n'avait plus la force de crier, de hurler, certaine qu'au moindre bruit, un monstre apparaîtrait, se jetterait sur elle. Mais elle pleurait, reniflait, en étouffant l'écho de ses sanglots d'une menotte tremblante en travers de sa bouche. Comble de malheur, le feu ne produisait plus que des flammes orangées, rampantes. L'enfant, devant l'assaut de l'obscurité, essaya de prier. Elle aurait pu aussi tenter de se lever, de s'enfuir. Cependant, elle n'avait pas le courage de quitter son refuge. Elle suffoqua de panique lorsqu'un battant de l'armoire s'ouvrit vraiment. Des vêtements suspendus remuèrent, enfin une main en émergea, les doigts écartés. « Tu pleures ?» fit une voix presque inaudible. « Faut pas pleurer. » Cette fois, Élisabeth traça maladroitement un signe de croix en l'air. Les histoires que lui racontait son pépétoine s'imposaient à son esprit épouvanté. Le meunier de Montignac, pendant les veillées au coin de l'âtre, évoquait avec malice de dangereuses créatures. Il y avait la sorcière au crochet de fer, tapie au fond des puits, qui attrapait les petits curieux, penchés sur le gouffre d'ombre. Malgré les remontrances de Guillaume, il affirmait à la fillette que certains hommes, la nuit, se muaient en loups-garous et dévoraient ceux qu'ils surprenaient dans les bois. Pourtant, Élisabeth se demanda si un monstre pouvait parler d'une voix aussi douce et conseillerait à sa victime de ne pas pleurer. Elle se redressa en scrutant la silhouette qui se glissait hors du meuble. « Je crois que je t'ai fait peur, » murmura un garçon, vêtu d'une longue chemise blanche. « Oui, oh oui, » souffla-t-elle. « Je voulais te voir de tout près, alors je me suis cachée. Si ma tante me trouve ici, elle me donnera le fouet, alors ne crie pas. »« Qui est ta tante ?» interrogea la petite d'un ton tremblant. « Madeleine, la femme de chambre, pardi. »« Chut, ne bouge pas, je vais m'occuper du feu. » Il s'éteint. Élisabeth respira mieux,
Elle se frotta les yeux, essuya ses joues humides. Assise dans son lit, elle observa le garçon accroupi devant la cheminée. Il maniait le soufflet, arrangeait une bûche. Bientôt de belles flammes claires pétillèrent. Vite, il se releva et vint examiner la fillette d'un œil sombre. « Je t'ai déjà vu tantôt, quand tu es arrivée en calèche avec tes parents, mais de loin. Ma tante disait que tu es une sale pain-bêche. Moi, je t'ai trouvée mignonne. Dis pourquoi tu pleurais. Tu appelais ta maman tout à l'heure ?» J'avais peur, très peur. Oui, et puis, ma tante a été méchante. Ça, elle ne peut pas s'en empêcher. C'est vrai que tu t'appelles Elisabeth ? Moi, on m'a baptisé Justin, j'ai 8 ans. Ils se dévisagèrent en silence. Justin admira les boucles brunes, le menton rond, les joues roses, les grands yeux d'un bleu très clair. Il eut un large sourire ébloui. « Je ne voulais pas te faire peur, tu me pardonnes ?»« Je te pardonne, » répondit sérieusement la petite. « Tu vas rester longtemps au château ? Je n'aurai pas le droit de jouer avec toi, mais demain soir, je pourrai revenir te parler. » Elisabeth n'avait pas l'habitude des autres enfants. Un de ses oncles était marié, mais ne lui avait pas encore donné de cousin ou de cousine. Elle était habituée à vivre entourée d'adultes. Un vague regret lui en serra le cœur à l'idée du départ. « On s'en va demain matin, » précisa-t-elle. « D'abord on prend un train, ensuite un grand bateau sur la mer. Papa va travailler en Amérique. » Sidéré, Justin hocha la tête. Il ignorait encore où se trouvait l'Amérique, mais le mot lui était familier. « Je crois que c'est très loin, » déplora-t-il. « Si tu t'en vas sur la mer, je dois te donner un cadeau. Il y a plein de vieux jouets ici. Je viens en cachette pour m'amuser avec. » Justin trottina vers une malle en osier, au couvercle dressé contre le mur. Il fouina dans une boîte en carton d'où il extirpa un objet qui logeait au creux de sa main. « Tiens, un soldat de plomb, mon préféré. Il joue du tambour. Il te protégera pendant le voyage, et si tu as encore peur, tu lui diras de m'appeler. Je viendrai te sauver. »« Tu ne pourras pas, » protesta-t-elle en souriant. « Mais je le garderai et je penserai à toi, comme ça. » Elle s'empara de la minuscule figurine. Le métal était tiède entre ses doigts. Il lui offrait la chaleur du garçon. « Merci, Justin. Je ne le perdrai jamais, je te le promets. »« Promets aussi de revenir un jour, d'accord ?» Elle hésita, car ses parents lui avaient appris la valeur d'un serment, en dépit de son jeune âge. Mais elle trouvait Justin tellement charmant, avec ses cheveux blonds, ses yeux sombres, qu'elle chuchota « Je te le promets aussi. » « Bon, ça me rend triste que tu t'en ailles demain. Je dois monter me coucher. Si ma tante ne me voit pas là-haut, gare à mes os. »« Tu dors où, toi ? » ?»« Dans le grenier. Ma tante a une chambre. Moi, je suis logée derrière un paravent sur une paillasse. Au revoir, Elisabeth. » Il la contempla encore un instant, puis après avoir pris sa respiration, il se pencha et l'embrassa sur la joue. « Au revoir, dit-elle, surprise par cette marque de tendresse qui achevait de la réconforter. « Dis, tu ne veux pas rester encore un peu ? Maman attend souvent que je m'endorme. Tu pourrais faire comme elle. »« D'accord, j'ai bien 5 minutes. Il joue sûrement aux cartes en bas, dans l'office. »« Qui ça, il ? » ?»« Ma tante, Vincent et le vieux Léandre, le jardinier. Et demain, si je peux, je te regarderai partir de cette fenêtre-là, celle de droite. Tu me feras un signe, hein ?» Elle fit oui de la tête. Justin se mit à genoux, près du petit lit, et lui prit la main entre les barreaux. « Tu es vraiment gentil, » articula Elisabeth en bâillant. « Où est ta maman ? Et ton papa ? Ils sont morts tous les deux, je ne me souviens même pas d'eux. »« Comme tu dois être triste, » s'effara la fillette d'une voix faible. « Mais ils sont au ciel avec les anges et le petit Jésus. »« Oui, bien sûr. Dors vite que je ne sois pas punie. » Elisabeth ferma les yeux, ses doigts nichés entre ceux du garçon. Le sommeil la terrassa, un bon sommeil qui mit sur ses lèvres une expression heureuse. Catherine, une demi-heure plus tard, la découvrit ainsi. Justin n'avait laissé aucune trace de sa présence. La jeune mère caressa le front bombé de son enfant, ses boucles douces comme de la soie, puis elle remonta un peu le drap. En mère vigilante, elle plaça le pare-feu devant l'âtre de la cheminée en marbre rose. Enfin, sur la pointe des pieds, elle alla rejoindre son mari. « Je féliciterai Madeleine demain matin, songea-t-elle. Elle s'est bien occupée de ma petite princesse. » Guillaume l'attendait assis au bord du grand lit à baldaquin de leur chambre. Il étudiait d'un œil perplexe le décor luxueux qui l'entourait. « C'est la 3e fois en 5 ans que je passe la nuit au château.
fit-il remarquer à sa femme quand elle entra. Et je suis toujours mal à l'aise en pensant que tu as grandi parmi tous ces beaux meubles, ces tentures hors de prix, ces bibelots. Tu prétendais te plaire dans notre humble maison de Montignac. Mais qu'en sera-t-il à New York? Tu n'auras plus de jardin? Elisabeth aime tellement gambader dehors. J'espère que tu ne regretteras pas de m'avoir suivie, ma Catherine. Ton père a semé le doute en moi. Si l'existence que je t'offre là-bas était trop dure, trop pénible. Elle haussa les épaules, rieuse, et lui tourna le dos. Au lieu de dire des bêtises, aide-moi à enlever ma robe et surtout à délacer mon corset. Je n'en peux plus d'être aussi serrée. Le bébé n'en souffre pas? Non, mais il a beaucoup gigoté. Bientôt Catherine fut en chemise de batiste blanche. Elle massa son ventre en soupirant de bien-être. Guillaume chercha sa bouche. Ils se fondirent l'un dans l'autre, le temps d'un baiser passionné. « Tant que je serai près de toi, affirma-t-elle en reprenant son souffle, je serai comblée. Nos enfants fouleront le sol américain. Ils deviendront de parfaits petits New-Yorkais, et nous ferons fortune par nos propres moyens, par la force de notre amour. » Bouleversé, Guillaume l'embrassa encore. Catherine était la lumière de sa vie. Moins d'une heure plus tard, Catherine se réveilla en sursaut et secoua son mari par l'épaule. « Guillaume, as-tu entendu? C'est Elisabeth qui hurlait, j'en suis sûre, j'y vais. »« Quoi, que dis-tu » interrogea-t-il d'une voix étouffée. « Je dis que notre fille a encore fait un cauchemar. Ce n'est guère étonnant. Entre les cris de mon père et l'orage de ce soir... » La jeune femme était déjà debout. Elle se rua hors de leur chambre et courut jusqu'à la nurserie, d'où s'élevaient encore des hurlements stridents. Là, elle découvrit sa fille en larmes, haletante, qui pouvait à peine respirer. « Je suis là, ma chérie, qu'est-ce que tu as? Un vilain rêve, maman, j'ai eu très peur et je n'avais pas ma poupée. » « Viens, je t'emmène. Je n'aurais pas dû te laisser dormir ici. » Guillaume les rejoignit. Sans hésiter, il souleva la petite qui noua ses bras menus autour de son cou. « C'est fini, papa te protège, » dit-il. « Je vais te porter jusqu'à notre lit, tu seras avec nous, ma mignonne. Raconte-nous ce que tu as vu, ça ira mieux ensuite. »« Je sais plus, » articula difficilement Elisabeth. Il pleuvait fort et c'était tout noir. Le couple longeait déjà le couloir, éclairé par une lampe à gaz murale. Catherine était la plus soucieuse. Je n'aurais pas dû plier devant la volonté de maman et coucher notre chérie moi-même à côté de notre lit et pas dans cette nurserie glacée, déplora-t-elle tout bas. Le départ chamboule ses repères, Cathy. À son âge, c'est normal. Elle ne peut pas se réjouir comme nous, plaida son mari. Tout rentrera dans l'ordre, ne t'inquiète pas. Adéla Laroche sortit de sa chambre au même instant. Elle les considéra tous trois d'un œil irrité. « Qu'est-ce que vous faites? Ramenez donc Elisabeth dans la nurserie. Vous auriez dû la punir de crier aussi fort. »« La punir, maman » s'indigna Catherine. « Et tu voulais la garder ici ?»« Seigneur, elle fait des cauchemars, ce n'est pas sa faute. » Les enfants gâtés font de leur mieux pour attirer l'attention des parents, prêcha sévèrement Adéla. « Mais que tient-elle à la main? On dirait un des soldats de plomb de mon grand-oncle. » Guillaume aperçut une figurine entre les doigts de sa fille. Il haussa les épaules. « Justin me l'a offert, » osa expliquer Elisabeth en reniflant. Blottie dans les bras de son père, elle se sentait hors de danger, si bien qu'elle ajouta « Justin, il est gentil, lui. »« De qui parles-tu » demanda sa grand-mère suspicieuse. « Tu profères un mensonge, je ne te félicite pas. Je ne connais aucun Justin dans le château. » « Si, un petit garçon, le neveu de Madeleine, il m'a consolée. »« Mon Dieu, que vas-tu inventer, Elisabeth » s'insurgea Adéla. « Je suis bien renseignée sur mes domestiques. Or Madeleine n'a ni frère ni sœur, donc aucun neveu. De surcroît, il n'y a pas de petit garçon sous notre toit. Tu affabules, ma pauvre enfant. Espérons que nous pourrons dormir à présent. »« Maman, veux-tu récupérer le soldat de plomb ?» s'inquiéta Catherine. « Non, la collection n'est plus complète depuis longtemps, ta fille peut le garder. » Elisabeth cacha son visage dans le cou de Guillaume qui la serra plus fort, en embrassant la soie de ses cheveux bruns. « Il ne faut pas mentir, ma chérie, » dit la jeune femme. « Tu as dû rêver de ce garçon, Justin. » La fillette refusa de répondre.
Elle savait faire la différence entre un rêve, un cauchemar et le monde réel quand elle était bien réveillée. Tant pis si ses parents ne la croyaient pas, tant qu'elle pouvait se coucher dans leur lit à l'abri de tout. Chapitre 2. Le grand départ. Le Havre, 4 jours plus tard, à l'aube, mardi 19 octobre 1886. Guillaume aida Catherine à descendre du train, puis il attrapa Élisabeth par la taille. La voie ferrée s'arrêtait sur les quais du port du Havre, important point d'embarcation pour New York et d'autres destinations lointaines. « Regardez mes chéris, la mer !» s'écria-t-il en désignant une vaste étendue bleue aux nuances grises qui fermait l'horizon. Et toutes ces mouettes dans le ciel. On voit les 4 mâts de la Champagne, notre bateau. Pardi, il attend la marée haute. Mon Dieu, comme c'est beau, s'extasia Catherine. Son mari, au cours de son tour de France sous l'égide des compagnons, avait travaillé en Bretagne et près de La Rochelle. Il avait souvent dépeint à Catherine l'immensité de l'océan, ces vagues couronnées d'écume blanche qui se brisaient avec fracas sur les rochers ou roulaient sur le sable des plages. « Élisabeth, te sens-tu un peu mieux ?» demanda Guillaume. « Tu ne remonteras pas en train avant longtemps, sois tranquille. »« Oui, papa, un peu. Je suis désolée d'avoir été malade. » Le couple échangea un coup d'œil soucieux. Le comportement de leur fille les inquiétait. Elle avait souffert d'une vive anxiété avant de monter dans leur wagon en gare Saint-Lazare. « Je ne veux pas, » répétait-elle livide, les yeux agrandis par un effroi inexplicable. Ils avaient eu beau la rassurer, l'interroger sur les raisons de sa terreur, et Élisabeth s'était fermée tremblante. Son père avait dû la porter jusqu'à l'intérieur du compartiment. Catherine revoyait le triste tableau, son enfant adoré, les paupières closes, la bouche pincée. Par chance, ma petite s'est calmée assez vite, sa tête posée sur mes genoux, se remémora-t-elle. Guillaume d'ivresse doit être dû au changement de vie que nous lui imposons. Elle était habituée à mon beau-père, son cher Pépétoine, à ses oncles. Jean, le plus jeune, pleurait au moment des adieux, Élisabeth l'a vu. Catherine fut tirée de sa songerie par le geste tendre de son mari qui lui caressait la joue. « Nous ne pouvons pas rester là, Cathy, nous gênons, » souffla-t-il. Il y avait foule autour d'eux et une agitation de ruches. Le bruit était assourdissant, composé d'appels, d'éclats de voix, d'ordres jetés à tue-tête. Des commis en blouse grise poussaient des chariots encombrés de bagages, d'autres relevaient sur un calepin les nombres inscrits sur de grosses caisses en bois. « Eh bien, nous touchons au but » déclara Guillaume. « Dans 1 heure ou 2, nous serons sur le pont du paquebot. Ne crains rien, Élisabeth, nous allons faire un beau voyage. Ici, au Havre, nous sommes au bord de la Manche, mais bientôt ce sera l'océan, tu verras. Il y aura de grosses vagues, et sans doute je te montrerai des baleines ou des dauphins. » La fillette approuva d'un faible sourire. Son père ajouta : « Il faut se rapprocher de notre passerelle d'embarquement. Les passagers de 3e classe montent à bord les premiers pour être inscrits sur les registres. Quant au contrôle sanitaire, nous devrions l'éviter grâce au certificat de notre docteur. »« Et nos malles ?» s'inquiéta Catherine. « Attendez-moi sur ce banc, là, à l'abri du vent, » dit-il en les conduisant vers un bâtiment en planche. « Je vais me renseigner sur le transfert des malles, c'est plus prudent. » Élisabeth, une fois assise, se réfugia contre sa mère. Plusieurs odeurs désagréables les agressaient. Celles du goudron, du métal rouillé, des détritus entassés dans l'angle d'un hangar. Les goélands et les mouettes survolaient les quais, en poussant des cris aigus, pareils à des ricanements. « Tout ira bien, ma petite chérie, » dit Catherine à sa fille, l'ayant sentie trembler de nervosité. « Nous sommes des aventurières, n'est-ce pas ? Il faut tout observer et s'en amuser. »« Oui, maman. » Des inconnus passaient devant leur banc. La jeune femme salua discrètement le doyen d'un groupe d'étrangers dont les vêtements et les chapeaux, la coiffure lui firent supposer qu'il s'agissait de juifs, eux aussi en partance vers New York. Une autre famille défila, une vraie troupe composée de 3 adultes et de 6 enfants. Mais Catherine se lassa. Ses pensées allèrent vers ses parents au moment de la séparation. « Maman m'a embrassée au moins 6 fois, » se remémora-t-elle émue. « Elle m'a glissé une enveloppe contenant des billets de banque dans la poche de mon manteau. Et elle avait les yeux pleins de larmes. »
Elle chassa ce souvenir poignant d'un gracieux mouvement de tête. Ses narines délicates se dilatèrent pour respirer l'air frais du large qui lui parvenait au gré du vent et la grisait. Les embruns dominaient la senteur âpre des quais, comme les piaillements lancinants des oiseaux estompaient la rumeur des voyageurs. Élisabeth guettait avec impatience le retour de son père. Elle avait éprouvé une sensation étrange en le voyant s'éloigner dans son costume en velours gris. « Pourquoi papa nous a laissés ?» demanda-t-elle. « Mais il va revenir tout de suite, » répondit sa mère. « Je suis là pour te protéger. Ma chérie, aurais-tu peur de traverser l'océan ? » « Non, je n'ai pas peur, mais je veux que papa revienne. » « Il ne devrait pas tarder, » assura Catherine. La fillette glissa sa menotte au fond de la poche de son paletot. Ses doigts trouvèrent le soldat de plomb et l'étreignirent. Elle s'interrogea sur Justin, qui d'après sa grand-mère n'existait pas. Pourtant il lui avait offert le jouet, elle n'avait pas rêvé cette fois. Les minutes filaient, l'agitation et les clameurs ne cessaient de s'amplifier sur les quais. Catherine consulta sa montre en argent cachée dans une poche de sa jupe. Il lui semblait que Guillaume était parti depuis longtemps. Elle se leva du banc pour faire quelques pas. Ses yeux verts se fixèrent bientôt sur les 4 mâts et les 2 grosses cheminées du paquebot La Champagne, lancé par la Compagnie Générale Transaltique au mois de mai. Des matelots couraient sur les ponts. Elle aperçut plusieurs personnes qui montaient à bord, une file ininterrompue de silhouettes animées. « Mais que fait Guillaume ?» dit-elle entre ses dents, une main à hauteur de son cœur dont les battements s'accéléraient. Elle dissimula son angoisse pour ne pas affoler sa fille. D'un coup d'œil, elle vérifia la présence du gros sac en cuir où étaient rangées des affaires de première nécessité. Un homme en uniforme de marin, sûrement un gradé, vint la saluer. Il souleva de l'index sa casquette où figurait le nom de la compagnie transaltique. « Seriez-vous passagère sur la Champagne, madame ?» s'enquit-il d'un ton poli. « Oui, monsieur. Vous devriez vous diriger vers l'embarcadère avec votre enfant. Vous avez sûrement réservé une cabine des secondes classes. » L'allure élégante de la jeune femme, son élocution soignée l'avait induit en erreur. Elle le détrompa d'un air modeste. « Non, nous voyageons en 3e classe, monsieur. Je vous remercie de votre amabilité, cependant je préfère attendre mon mari, il est parti s'occuper de nos malles. Les bagages ont été transportés à bord, il me semble. Si vous êtes en 3e classe, dépêchez-vous, madame. » Le marin se dirigea d'un pas rapide vers le quai pavé où était amarré le paquebot. Catherine scruta en vain les environs. « Viens, Élisabeth, papa nous retrouvera près de la passerelle. »« Mais maman, on doit rester ici. »« Tu as entendu ce monsieur, ma chérie ? Il faut se préparer à embarquer. Papa comprendra où nous sommes partis et il nous rejoindra. » Catherine s'empara du sac en cuir. Elle ajusta sur son épaule une besace en toile qui contenait des provisions. Le vent, de plus en plus fort, fit volter une mèche blonde échappée de son chapeau. « Donne-moi la main, Élisabeth. Tiens-moi bien. Je ne voudrais pas que tu sois bousculée. » Elles arrivèrent enfin au pied de la coupée réservée à la 3e classe, après s'être faufilées parmi la foule. Catherine continua à chercher son mari des yeux, mais l'entreprise lui sembla vouée à l'échec tant il y avait de monde. Les hommes portaient souvent le même genre de vêtements, une veste, un pantalon de couleur brune ou grise. 2 employés de la compagnie vérifiaient le nom des derniers passagers de 3e classe sur un gros cahier avant de les laisser monter à bord. « Guillaume, reviens, je t'en prie » murmura Catherine. Élisabeth perçut ce murmure. Sa petite taille l'empêchait de pouvoir examiner le visage de ceux qui l'entouraient, mais elle s'obstinait à guetter l'apparition de son père. Soudain, un souffle puissant, assorti d'un grognement, retentit dans son dos. Une odeur insolite assaillit la fillette qui se retourna. « Maman, au secours !» s'égosilla-t-elle. Catherine fit volte-face. Un cri peureux lui échappa en voyant un ours juste derrière Élisabeth. L'animal humait l'air marin. Il avait un anneau passé dans ses narines, luisantes, relié à une solide chaîne que tenait un homme. « Ayez pas peur, mesdames, messieurs, Garou n'est pas méchant pour 2 sous, » claironna-t-il. On lui a limé les griffes et les dents. L'individu, au teint basané, parlait avec un accent rocailleux. Coiffé d'un chapeau noir, il arborait de longues moustaches. De sa main libre, il s'appuyait à un bâton.
Les gens s'écartaient, impressionnés, si bien que l'espace se dégagea autour de la bête et de son maître. « Je m'en vais amuser les gens de New York, clama-t-il à la cantonade. Je ne suis pas le premier ni le dernier. Un de mes frères est parti il y a 3 ans de ça. Il gagne bien sa vie, alors je pars aussi. »« D'où venez-vous, monsieur ?» s'enquit Catherine, tout en serrant sa fille contre elle. « Des Pyrénées, pardi, de la vallée d'Hercé. » Un contrôleur de la Champagne pointa un doigt méfiant sur le montagnard. « Je vous ordonne de museler votre ours, mon gars, sinon je vous refuse l'embarquement. »« Et à vos ordres, capitaine, j'ai ce qu'il faut. Ne vous fâchez pas, je lui avais ôté sa muselière pour lui donner une pomme à croquer. » Elisabeth avait déjà vu des ours sur son livre d'images, mais la stature imposante de l'animal l'incita à reculer. « N'aie pas peur, p'tiote, s'esclaffa son dresseur. Quand tu le verras danser, tu seras bien contente. » L'incident avait distrait Catherine, néanmoins elle avait du mal à rester calme. Le retard de son mari prenait des proportions vraiment inquiétantes. Le montreur d'ours, qui voyageait lui aussi en 3e classe, s'engagea sur la passerelle, suivi par sa bête. « Madame, vos titres de transport », exigea un autre employé de la compagnie, préposé au recensement des passagers. Elle les sortit de la poche intérieure de son manteau, ses doigts tremblaient. « Monsieur, je ne peux pas monter à bord sans mon époux. Il a dû être retardé. Je vous en prie, accordez-moi un moment. »« Ce serait difficile, madame. Nous devons ouvrir l'accès à la 2e classe. La mer sera haute dans moins de 2 heures. »« Je vous en supplie, » insista Catherine. L'homme, d'une 30aine d'années, constata son état et hocha la tête, compatissant. Il n'était pas insensible à la beauté de cette jeune femme enceinte, ni au regard effrayé de l'enfant brune qui le fixait. « 5 minutes, pas davantage, » trancha-t-il. « Je vous remercie, monsieur. Je vous remercie, monsieur. Merci. » Elisabeth scrutait la masse mouvante des inconnus réunis le long du quai. Elle devina de riches personnages à leur élégance, mais s'en désintéressa. Quelqu'un apparaissait à l'angle d'un hangar. « Papa là-bas! Maman, c'est papa !»« Le voilà! Merci mon Dieu !» s'écria Catherine. Son soulagement fut de courte durée. Guillaume se dirigeait vers elle en titubant comme pris de boisson. Une manche de sa veste était déchirée, le col de sa chemise aussi. Il avait le visage maculé de sang. Elisabeth jeta une plainte étouffée. « Papa saigne, maman, tu as vu, il saigne !» Catherine rejoignit son mari en courant. D'instinct, elle tenait une main sur son ventre, comme pour préserver son bébé. « Guillaume, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Le charpentier haletait, un peu voûté. Elle constata qu'il avait des vilaines meurtrissures bleuâtres à l'arcade sourcilière, au menton. Sa lèvre inférieure était fendue, son nez saignait. « Mon Dieu, tu t'es battue !» s'alarma-t-elle. « Non, Cathy, on m'a rossé. Des types surgis dans mon dos. Ils en avaient après mon portefeuille. J'ai été dépouillée. La montre à gousset de mon père, mon alliance, la médaille en or de Saint-Christophe que mon frère m'a offerte le mois dernier. J'ai dû me défendre, mais à 3 contre 1, je ne faisais pas le poids. »« Guillaume, mon amour, » murmura-t-elle, « je suis désolée que tu aies perdu des souvenirs de ta famille. Mais nous devons monter à bord immédiatement. Je te soignerai quand nous serons installés. Je craignais un accident. Tu es là, rien d'autre ne compte. » Je n'ai pas eu le temps de me nettoyer, j'espère que je ne ferai pas peur à Elisabeth. Non, nous allons lui expliquer. Viens vite. Par bonheur, j'avais les billets du voyage sur moi, sinon on te les aurait pris aussi peut-être. Catherine lui souriait à travers ses larmes. Guillaume grimaça, on l'avait également frappé au ventre, dans les côtes. Il tentait de donner le change, trop content de pouvoir embarquer. 2 heures plus tard, sur le pont de la Champagne. Le mugissement prolongé d'une sirène retentissait. Des cris, des appels y répondaient. Des cheminées du paquebot montaient des panaches de fumée. Beaucoup de passagers se tenaient sur le grand pont du paquebot, accoudés au bastingage, certains afin de garder une dernière image d'un proche, d'une fiancée, d'une sœur ou d'un frère, d'une aïeule en larmes. Une foule moins dense déambulait sur le quai. On agitait des mouchoirs blancs, les adieux et les au revoir fusaient, on pleurait, on souriait, on s'appelait encore.
Personne n'est là pour nous, fit remarquer Elisabeth. Elle leva le nez vers ses parents enlacés, debout à ses côtés. Ils lui sourirent gentiment. Non, puisque nous partons tous les trois, lui dit Catherine. Pourquoi Pépétoine et oncle Jean ne sont pas venus? Le trajet en train jusqu'au Havre leur aurait coûté trop cher, expliqua Guillaume. Elisabeth retint un soupir. Elle aurait tellement voulu être gaie, mais quelque chose d'indéfini pesait sur son cœur. Déjà, elle osait à peine regarder son père, impressionnée par les traces de coups qui le défiguraient. Un jeune matelot passa près d'elle. Il lui adressa un joyeux sourire en effleurant son béret blanc. « Alors, mademoiselle, dit-il, on va découvrir l'Amérique? Moi aussi, c'est mon premier grand voyage sur ce Seigneur des mers, comme l'appelle le capitaine. » « Le Seigneur des mers, c'est joli ça, » nota Catherine, exaltée par l'imminence du départ. Le marin la salua et s'éloigna. Un homme modestement vêtu s'approcha à son tour du couple. « Faut reconnaître que c'est un sacré beau bateau, » déclara-t-il en tendant la main à Guillaume. « Dites, on vous a esquinté. Hélas, sur le port, du côté des entrepôts, on m'a volé. Bah, c'est souvent le cas dans la cohue de l'embarquement entre le train et les quais. Il faut se méfier. Enfin, vous en êtes tiré, » conclut son interlocuteur. « Je dois mon salut à l'arrivée d'un cheminot. Les voyous ont décampé. Mais j'étais sonné. Un peu plus et nous restions à terre en France. » Catherine aurait préféré partager seule avec son mari et sa fille le moment formidable où le bateau prendrait la mer en direction du vaste océan. Cependant, l'intrus semblait disposé à bavarder. « La compagnie ne vous aurait même pas remboursé les billets, » insinua celui-ci. « Sacrebleu, ça aurait été dommage de manquer le départ. Nous avons sous nos pieds un navire de 6726 tonneaux, doté d'une machine à vapeur de 9000 chevaux. Il paraît qu'il transporte plus de 1000 passagers et 200 membres d'équipage. Je me suis renseigné. » La Champagne levait l'ancre. Le lourd bâtiment frémit tout entier. Derrière lui, au loin, la ligne d'horizon fermée par l'océan se confondait avec le ciel, l'eau et l'azur d'un bleu vert. Catherine parvint à entraîner son mari et sa fille plus loin, presque à la pointe du paquebot. Elle éclata de rire. « Quel bonheur! Guillaume, nous partons enfin. Élisabeth, ma chérie, regarde les goélands. Ils sont aussi libres que nous. » Une nuée d'oiseaux survolait le paquebot en zigzagant entre les 4 mâts. Le bruit assourdissant des moteurs provoqua un mouvement exalté sur le quai, dont l'énorme coque s'écartait. « Et dans 10 jours, nous verrons New York et la statue de la liberté éclairant le monde, » s'enflamma son mari. « Élisabeth, ma princesse, fais tes adieux au pays de ta naissance. » « Oui, papa, mais comment ?» répondit l'enfant, fasciné par le claquement sourd des vagues contre le gigantesque flanc du bateau. « Avec ta menotte? Fais au revoir, toi aussi. » Elle s'empressa d'obéir, ses yeux d'un bleu limpide errant sur les quais qui reculaient, où les gens devenaient de plus en plus petits. De toute sa puissance, la Champagne s'élançait à l'assaut de l'immense océan Atlantique. Guillaume attira sa femme et sa fille dans ses bras. Il se sentait fort et plein d'espérance au seuil d'une nouvelle existence. Peu à peu, les passagers désertaient le pont. Selon son rang social, on gagnait la première classe ou la seconde. Catherine retardait le moment de descendre au niveau inférieur réservé aux voyageurs les plus pauvres. Autour d'eux et partout sur le navire, les hommes d'équipage s'affairaient dans un ballet bien ordonné. « Nous devrions prendre possession de nos couchettes, » lui souffla Guillaume. « Ce sera l'occasion de faire un brin de toilette, surtout en ce qui me concerne. » Catherine accepta d'un signe de tête. Elle ne faiblirait pas car elle devinait l'amertume bien cachée de son mari. Il évitait de se plaindre, mais la perte de sa montre et de sa médaille en or devait beaucoup l'affliger. « Toi qui es la bonté même, » murmura-t-elle à son oreille. « C'est injuste qu'on t'ait fait du mal. Qui sait, peut-être s'agissait-il d'un avertissement afin de me faire renoncer à l'exil, » répliqua-t-il très bas. « Ma Cathy, tu es née dans la dentelle, comme dit mon père pour te taquiner, et par ma faute,
Tu as perdu tous les avantages de ton statut social. Nous aurions pu voyager en seconde classe, mais toutes nos économies y seraient passées. Je te défends de t'accuser de quoi que ce soit, Guillaume. Nous avons pris chaque décision ensemble. Ton chemin sera le mien tant que nous vivrons. Assez discuté. Descendons. Élisabeth contemplait encore la terre, le port du Havre, les clochers des églises, au loin. « Maman, tu me donneras bientôt ma poupée ?» demanda-t-elle, saisie de l'envie soudaine d'avoir son jouet. « Sois patiente, ma chérie, » lui dit gentiment Catherine. « Il faut nous installer d'abord. Papa ira chercher nos malles plus tard. » Le couple éprouva la même surprise, doublée d'une légitime consternation, en découvrant le dortoir de 3e classe où était située leur couchette. Pour y accéder, ils avaient dû descendre un escalier abrupt aux marches glissantes. Il régnait là un véritable tohu-bohu, étourdissant, effarant. Des dizaines de passagers s'agitaient, s'interpellaient dans une atmosphère déjà enfumée. Beaucoup d'hommes avaient une cigarette ou une pipe au coin des lèvres. Les femmes dépliaient des couvertures, ouvraient leurs valises. Des pleurs d'enfants, de bébés, se devinaient malgré le vacarme. Une âpre senteur de chair mal lavée, de sueur se dégageait de tous ces corps entassés là, en dessous de la ligne de flottaison du paquebot. « Ce doit être mal aéré ici, » murmura Catherine, dont l'odorat délicat souffrait de ces remugles humains. Sous leurs pieds, le sol vibrait de la trépidation des machines et on aurait pu croire que des bêtes monstrueuses grognaient et secouaient le bateau. Élisabeth se réfugia dans les jupes de sa mère. « Eh bien, avançons, » dit Guillaume. Des lits superposés en fer, très étroits, composaient un décor insolite où l'espace manquait singulièrement. Ils semblaient déjà tous occupés. Élisabeth se cramponna à la main de son père. « Ne crains rien, ma chérie, » lui dit-il d'un ton ferme. « C'est la fièvre du départ. Le calme va se rétablir et puis nous aurons notre petit coin bien à nous. » « Je l'espère, » s'alarma Catherine. « Je commence à être fatiguée. »« Tu vas pouvoir te reposer, » promit-il. Il s'était arrêté pour se parler de près, tant le vacarme rendait difficile une conversation. Une femme les héla d'une voix rocailleuse en leur faisant signe de s'écarter. « Elle est tourtereau. Faudrait pas encombrer le passage, je vais aux commodités. Mazette. Y a que 2 cabines d'aisance pour 100 personnes dans ce quartier. Je ne veux pas rater l'heure de la soupe non plus. » Catherine recula si précipitamment qu'elle se cogna le dos contre un gros pilier en métal. Guillaume la vit retenir une grimace de douleur. « Ma pauvre Cathy, souffres-tu » s'enquit-il, en l'enlaçant. « Non, je t'en prie, trouvons nos lits, je voudrais m'allonger. Ensuite tu te renseigneras pour l'eau, je ne pourrais pas te soigner sinon. » Au bout d'une fastidieuse exploration, Guillaume dénicha enfin leur couchette. Il souleva Élisabeth et l'assit sur celle du haut. « Tu ne risques pas d'être bousculée ici, » affirma-t-il en lui caressant les cheveux. « J'irai chercher ta poupée, sois tranquille. »« J'aimerais mieux retourner dehors, papa, ça sent mauvais. »« Nous remonterons sur le pont plus tard, ta petite maman est fatiguée, sois sage. » Élisabeth se coucha en chien de fusil sur la couverture marron. Elle sortit de sa poche le soldat de plomb que lui avait donné son ami Justin et garda la figurine au creux de sa paume droite. Le trajet en train, les émotions de la matinée l'avaient épuisée. Elle finit par somnoler. Catherine, quant à elle, feignit le sommeil pour fuir les coups d'œil curieux de ses voisins. Guillaume, parti en quête d'un point d'eau, avait eu soin de cacher le gros sac en cuir sous le lit du bas. « Dites, ma petite dame, ce n'est point prudent de voyager en votre état, » lui cria-t-on. La jeune femme sursauta, elle cligna des paupières et aperçut une face rubiconde dont le regard noir la fixait. « Excusez-moi, madame, je m'endormais, » plaida-t-elle. « Si vous arrivez à roupiller avec ce chahut, profitez-en. Paraît que ça ne tangue pas trop encore. Après, en haute mer, on sera secoué comme des prunes sur l'arbre. D'où venez-vous ? » De Charente. « Je ne sais point où c'est. On a quitté Valenciennes, mon homme et moi, avec nos 4 marmots. La mine a fermé, alors on a décidé de tenter notre chance aux Amériques. Moi, c'est Colette. On m'appelle Coco, souvent. » Catherine Duquesne. La dénommée Colette, rousse et plantureuse,
fouillait dans une malle en osier. Elle en extirpa un corsage noir, le remit en place, sortit un tricot en laine. « Je suis gelée, moi, pas vous ?»« Non, je n'ai pas ôté mon manteau, il me tient chaud. »« Votre mari, on l'a salement amoché, dites. »« Une bagarre ?»« On l'a attaqué et volé. Peu de temps avant le départ, dans les entrepôts sur le port, » expliqua Catherine en se redressant. « C'est vraiment pas de chance, pas jolie, » soupira la femme d'un air navré. « Où sont vos enfants, madame ?» s'enquit Catherine, surtout par politesse. « Je les ai expédiés sur le pont, mon bonhomme aussi, histoire d'avoir la paix 5 secondes, » s'esclaffa Colette. Guillaume revenait avec un petit seau rempli d'eau à bout de bras. Tout de suite, Catherine se ranima. Elle accueillit son mari d'un grand sourire heureux. « Assieds-toi, je vais enfin pouvoir te soigner. Attrape notre sac, j'ai tout ce qu'il faut. Je te présente notre voisine Colette. Madame, mon époux, Guillaume. » Le charpentier salua aimablement. En dépit de toute sa bonne volonté, il prenait déjà en horreur la promiscuité inévitable, avec son lot de corvées, de palabres vaines, sans compter les possibles querelles, les conditions d'hygiène dérisoires. Morose, il laissa Catherine nettoyer ses plaies, puis les enduire d'un baume à base de consoude. « Je vais me mettre à la couture, » annonça-t-elle. « Enlève ta veste, je te prie. »« Ce n'est pas si pressé, » souffla-t-il. « Tu es toute pâle, rallonge-toi. » Colette s'était éloignée. Guillaume en profita, il embrassa sa femme sur la bouche, puis il la couvrit d'une œillade passionnée. « Ma belle Cathy, dit-il, je suis désolé de te voir au milieu de toute cette pagaille. »« Pourquoi ?» interrogea-t-elle calmement. « Parce que je suis née dans un château ? Guillaume, je t'aime. Je te l'ai prouvé en te suivant à Montignac, en t'épousant. Et si j'ai refusé de vendre notre petite maison, c'est en souvenir du bonheur que nous y avons connu. Tes frères vont la louer, cela leur fournira un petit revenu, mais elle t'appartient toujours. » Quelle importance, nous n'avons pas l'intention de rentrer en France. Cet argent t'aurait mis à l'abri de ces gens, de leurs cris, des odeurs. L'air empeste déjà. 10 jours, Guillaume. Le voyage ne dure que 10 jours, selon les prévisions de la compagnie maritime, répondit Catherine. Tu es près de moi, et nous sommes 2 pour veiller sur Élisabeth. Cesse de te tourmenter et donne-moi ta veste. Je ne veux pas d'un mari dépenaillé. 1 heure plus tard, Catherine revivait la même situation que sur le port. Son mari était parti chercher leurs 2 malles, mais il ne revenait pas. Elle avait eu le temps de sommeiller une vingtaine de minutes, de grignoter une tranche de pain tirée de sa besace et de raccommoder la veste. « Où sont stockés les bagages ?» demanda-t-elle à sa voisine, Colette, occupée à changer un garçonnet dont le gilet était souillé. « Ils ne sont pas loin, ma jolie. La salle, à côté du réfectoire. Voyez donc, mon homme m'a tout de suite apporté la mienne. » La femme désigna du menton la malle en osier rangée près de son lit. « Heureusement, faut déjà que je lui enfile un autre tricot à ses sagouins. C'est mon plus jeune, Paul. Il a 3 ans. L'aîné qui en a 10 me l'a ramené. Misère, le pauvre a vomi, paraît que ça secoue là-haut sur le pont. » « Même là, on sent le roulis des vagues, » nota Catherine. « Je n'imaginais pas qu'on pouvait souffrir de mal de mer à bord d'un aussi grand bateau. Ma fille ne s'aperçoit de rien, je suis contente, elle dort bien. »« Ben cette nuit, elle ne fermera pas l'œil, » prêcha Colette. « Bon, ma petite dame, je conduis le gosse aux commodités, sinon c'est le pantalon qui prendra ce coup-ci. » En la suivant des yeux dans le dédale des lits, Catherine croisa le regard de Guillaume qui approchait. Il semblait désespéré. Son visage tuméfié n'arrangeait rien. Elle attendit, assise sur la couchette. « Cathy, le sort s'acharne contre nous, » avoua-t-il en s'asseyant près d'elle. « J'ai dû solliciter une audience avec le capitaine. Pourquoi ? Nos malles ont disparu. Elles sont introuvables. Un employé de la compagnie les a cherchées avec moi. Il croyait à une erreur. Mais non, nos bagages ont été perdus entre le train et la cale du paquebot. Nous débarquerons à New York sans rien. Dans ta malle, il y avait vos vêtements à Élisabeth et à toi, la layette du bébé, et dans la mienne, mes outils de charpentier gravés à mon nom, mes habits de travail, nos livres, la poupée de la petite. » Tout d'abord, Catherine fut incapable de prononcer un mot, accablée par la catastrophe. Son mari lui prit la main.
Le capitaine est au courant, il m'a présenté ses excuses en affirmant bien sûr que ce genre d'incident n'arrive jamais. Mais comment allons-nous faire ? S'indigna-t-elle. La compagnie devrait nous dédommager. Sommes-nous les seuls dans ce cas ? Peut-être que non, je le saurai ce soir. Dieu merci, il nous reste le sac en cuir. J'ai mis un peu de linge dedans pour Elisabeth, de quoi coudre, nos papiers d'identité. Je ne comprends pas, insista Guillaume. Je suis venue t'avertir avant de retourner chercher encore et encore. Le bateau est immense. On a pu déposer nos malles dans une cabine de seconde classe. Non, je t'en prie, ne repars pas, j'en ai assez d'être seule. Les gens sont plus calmes, pourtant je ne suis pas à mon aise sans toi. Il y a certains passagers qui n'ont pas l'air recommandables, avoua-t-elle tout bas. Tu devrais manger un peu, tu n'as rien avalé depuis ce matin. Je peux t'offrir du pain, du fromage, une pomme ? J'ai surtout soif, Cathy. Un type m'a déconseillé de boire l'eau des citernes. Il a voyagé sur un autre paquebot il y a 2 ans et il a failli mourir de la dysenterie. L'hygiène n'est pas la priorité pour les 3e classes. Ce soir, nous n'aurons qu'un peu de lumière. Catherine demeura silencieuse. Elle lui tendit un gobelet en fer émaillé dans lequel elle versa le fond d'une bouteille. « Le thé sucré que j'avais emporté, » murmura-t-elle. « Après, nous serons obligés de boire l'eau d'ici. » Seigneur, si je me doutais que nous aurions autant d'ennuis, pourvu qu'Élisabeth ne tombe pas malade, s'inquiéta Guillaume. Aucun de nous 3 ne sera malade, trancha la jeune femme. Nous devons simplement nous organiser. Tant pis pour nos malles. Je sais coudre. Je referai notre garde-robe une fois en Amérique. Et mes outils ? Nous en rachèterons ? Ma mère m'a donné de l'argent. Dieu soit loué, j'ai accepté. Je sais, toi, tu as refusé l'aide de ma famille, mais tu dois ravaler ta fierté. Nous n'avons plus le choix. J'ai de quoi tenir plusieurs semaines quand nous habiterons New York. Pour la layette, je m'arrangerai. Et s'il nous manque quelque chose, je suis sûre que de bonnes âmes nous aideront pendant la traversée. Elle eut un sourire confiant, mais Guillaume perçut une note de réel chagrin dans sa voix douce. Il l'admira davantage pour le courage dont elle faisait preuve. « Tu es la femme la plus extraordinaire du monde, » dit-il en l'embrassant. Élisabeth avait entendu leur discussion. Elle était réveillée depuis un quart d'heure, toute contente de reconnaître la voix de son père. Elle s'apprêtait à se pencher vers lui quand il avait évoqué la disparition des malles. « Et ma poupée alors ?» avait-elle pensé, prête à pleurer d'un brusque chagrin d'enfant. « Pépétoine ne sera pas content que je l'ai perdue. » Elle étouffa un gémissement. Catherine tendit l'oreille en faisant signe à son mari de se lever. « Il faut lui parler, Guillaume. Notre chérie n'est plus la même depuis 3 semaines. J'aurais dû prendre sa poupée dans le sac. » Le couple vit apparaître 2 petits pieds gainés de bas de laine, des mollets ronds. « Maman, papa, je veux descendre » appela leur fille. « Papa, tu m'attrapes ?»« Bien sûr, ma princesse. » Ses bras noués autour du cou de son père, Élisabeth se sentit rassurée. Guillaume couvrit son minois de petits baisers. « Nous avons une mauvaise nouvelle, ma mignonne, » dit-il à son oreille. « Nos malles ont disparu. »« Je sais, papa. » « Tu vas être triste sans ta poupée, mais tu en auras bientôt une autre. On te l'achètera en Amérique. »« Ou bien je vais en confectionner une, là, sur le bateau, » ajouta Catherine. Pépétoine avait fabriqué la tienne avec du bois et des morceaux de tissu. Je suis capable de faire comme lui. Tu es gentille, maman. Je t'aime très fort. Nous aussi nous t'aimons, ma chérie, dirent ses parents en chœur. Ils éclatèrent de rire tous les 3. Une frêle musique s'éleva en écho à leur gaieté. Quelqu'un jouait du violon. Au début de la mélodie, un certain silence se fit, puis la rumeur continue des conversations reprit de plus belle, à laquelle se mêlaient des voix fluettes d'enfants, des pleurs de bébés. Des silhouettes qui semblaient innombrables allaient et venaient, grimpaient sur les lits en hauteur, se bousculaient.
Le ronronnement sourd des machines, à fond de cale, dominait à peine le chahut permanent d'une centaine de personnes, souvent anxieuses ou souffrant du mal de mer. « Je me demande où est le montreur d'ours, » nota Catherine. « Pas dans ce quartier de l'entrepôt, » répondit son mari. « Il y aurait plus de 1000 passagers, Cathy, sans compter les hommes d'équipage. En 3e classe, nous sommes plus de 500. Seigneur, dans ce cas, nous ne ferons jamais connaissance avec tout le monde. »« Maman, quand vas-tu fabriquer ma nouvelle poupée ?» s'écria Elisabeth. « Pourquoi pas maintenant ? Ça me permettra de rester assise, » dit la jeune femme. « Je te préviens, elle sera petite, toute petite. » La fillette hocha la tête d'un air satisfait. Ses parents, quant à eux, échangèrent un regard soulagé. Elisabeth paraissait remise de ses émotions et prête à supporter sagement les péripéties de la traversée. Le lendemain matin, sur le pont du paquebot. Guillaume tenait Catherine par l'épaule. Ils admiraient l'infini de l'océan qui s'étendait devant eux jusqu'à la ligne d'horizon. Si le visage du charpentier gardait les marques violacées des coups reçus, son regard noir brillait de fierté. Malgré la perte de leur mâle, l'agression dont il avait été victime, le bonheur d'être à bord le rendait radieux. « Nous avons réussi, Cathy chérie, » dit-il d'un ton câlin. « Dieu merci, Elisabeth a dormi comme un ange cette nuit. » Oui, quel soulagement, concéda sa femme. Sa nouvelle poupée doit y être pour quelque chose. Ils rirent tout bas en contemplant leur fille, qui jouait avec Paul, le petit garçon de Colette. Leur voisine s'était assise sur un pliant en bois et tricotait. Les 2 enfants se contentaient d'une balle en baudruche qu'ils s'envoyaient. Par précaution, Guillaume l'avait attachée à une ficelle elle-même nouée autour d'une barre du bastingage. « Impossible qu'elle tombe à la mer, » avait-il expliqué. « Si vous la perdez, on aura peu de chance d'en trouver une autre. » Le temps était clair, le ciel d'un bleu pâle. Catherine savourait les rayons du soleil sur sa peau de blonde, se grisait d'air marin. « Si nous pouvions coucher sur le pont, le voyage serait merveilleux, » hasarda-t-elle. Quand je me suis réveillée ce matin, l'odeur de vomi était insupportable. Du coup, j'ai eu la nausée aussi. Tant que nous pouvons rester dehors, nous le ferons. Il fait beau, l'océan est paisible. Profitons-en. Un homme vint s'accouder à côté d'eux. Il était assez jeune, coiffé d'une casquette en tweed. « Ne nous réjouissons pas, » décréta-t-il en allumant sa pipe. « La Champagne naviguera dès demain dans des eaux plus froides. Souvent, il y a de gros grains. »« Des grains ?» répéta Catherine d'un ton surpris. « De quoi s'agit-il ?»« Des fortes pluies, du grand vent qui arrive brusquement, » précisa l'inconnu. « Je vous rassure, madame, les bateaux de ce tonneau-là n'ont peur de rien. Non, je vous écoutais, je disais ça rapport à la pestilence, en bas, la 3e classe. Et encore, il y a du progrès. Si on remonte à quelques décennies, les navires qui transportaient des émigrants, on les surnommait les bateaux cercueils. » L'individu souleva sa casquette d'un doigt et poursuivit sa balade. Elisabeth s'était arrêtée de jouer, le petit Paul attendait de recevoir la balle en baudruche, mais la fillette la tenait serrée entre ses mains. Soudain, elle la jeta sur le sol et courut vers ses parents pour se réfugier dans les jupes de Catherine. « Ma princesse, qu'est-ce que tu as ?» s'étonna Guillaume. « Sois gentil avec ton petit camarade. Il attend, lui. »« Je ne veux plus jouer, papa. Je préfère qu'on se promène. »« D'accord. On fait un tour tous les 2, » concéda-t-il. Paul avait ramassé la balle et il la lançait en l'air, sous l'œil perplexe de sa mère. « Eh, te fais pas de bile, mon gamin. C'est capricieux, une fille, pardi, » dit celle-ci bien fort. Sur cette remarque, la dénommée Colette se remit à tricoter. Catherine, restée seule, jugea opportun d'excuser son enfant. « Je suis désolée, madame. Elisabeth supporte mal le départ. Il faut la comprendre. Nous l'emmenons loin de sa maison, de ceux qu'elle connaissait depuis sa naissance, son grand-père, ses oncles. Nous avons dû confier notre chatte à une voisine. »
La femme haussa ses robustes épaules, elle se demandait pourquoi la jolie Catherine, qui s'exprimait comme une dame de la bonne société, voyageait en 3e classe. Par Sainte-Barbe, je suis point vexée. On va pas se faire des politesses pour des bricoles pareilles. Les gosses, on sait jamais ce qui leur trotte dans le ciboulot. Il faut m'appeler Coco, je vous l'ai déjà dit. Catherine approuva en souriant, bien décidée cependant à ne pas user de ce diminutif trop familier à son goût. Elle se tourna à nouveau vers l'immense étendue mouvante que fendait l'étrave du paquebot. Les vagues, profondes et amples, semblaient accourir au galop de l'horizon vers lequel avançait la Champagne à bonne allure. New York, l'Amérique, songea-t-elle encore. J'ai hâte d'y être, même si rien ne sera facile là-bas. Elle anticipa rêveusement, sans aucune crainte réelle, les difficultés à venir. L'obstacle de la langue, même si elle parlait un peu l'anglais, le problème du logement, qui ne serait pas aussi douillet que leur maison de Montignac dotée d'un jardin. Je serai seule toute la journée, et quand le bébé naîtra, je devrais m'occuper de lui et de ma petite princesse, sans l'aide de ma belle-sœur. Ses pensées volèrent vers la douce Yvonne, l'épouse de Pierre, le frère aîné de Guillaume. Son soutien avait été précieux lors de la venue au monde d'Élisabeth et durant les premiers mois. « Dites, ma jolie, s'écria Colette qui l'observait. Ça doit vous causer du souci, l'histoire de vos mâles. Je suppose que la layette était prête pour le petiot. » En effet, j'y avais travaillé tout l'été avec ma belle-sœur, répondit Catherine en lui faisant face. Je recommencerai, que voulez-vous? C'est pas de chance quand même. Enfin, tant qu'on a la santé, on a des sous de côté. Faudrait faire des emplettes une fois à terre. Oui, mais mon mari accuse le coup. Il a perdu tous ses outils. Les mâles n'avaient pas été retrouvés malgré les efforts de l'équipage. Guillaume s'efforçait de paraître fataliste. Cependant, Catherine le sentait amer, déçue. La nuit était tombée sur le gigantesque bateau. Dans le dortoir où étaient logés les Duquesne et leurs fillettes, régnait un calme relatif. Les enfants dormaient car on les couchait tôt après le frugal repas distribué par la compagnie transatlantique. Une vaste salle rassemblait les passagers de 3e classe qui devaient se présenter par groupes successifs. Des rumeurs faisaient état de 900 personnes consignées dans l'entrepont, et non 500 comme le disait le capitaine, seul maître à bord selon la tradition maritime. Catherine ne parvenait pas à s'endormir. Le navire résonnait de 1000 bruits indéterminés, incessants et presque obsédants. Les grondements des machines sous le plancher l'angoissaient. De la multitude de gens autour d'elle émanaient des soupirs, des murmures, des ronflements, des quintes de toux. Enfin, plus lointain, au-dessus de leur tête, il y avait des pas rapides, des appels, et encore plus lointaine de la musique. La jeune femme imaginait les voyageurs de la 1re classe conviés à danser dans le grand salon richement décoré après un dîner raffiné. Elle n'était pas envieuse, juste agacée. Quand donc tout ceci changera, se demandait-elle. Nous sommes traités plus ou moins bien au regard de nos moyens financiers. Les pauvres peuvent souffrir de la faim, de la saleté, comme s'ils le méritaient. Les nantis s'en foutent, ils font la fête, ils ont droit à tous les honneurs. Ces idées et son refus de l'injustice avaient poussé Catherine à s'embarquer pour une nouvelle existence, fière et heureuse d'avoir épousé l'homme de son choix, son amour, en dépit des protestations virulentes de ses parents. Adieu le château de mon enfance, adieu le mépris de ma famille pour Guillaume, adieu le vieux continent, se dit-elle encore. La respiration régulière de son mari, allongée sur une couchette perpendiculaire à la sienne, la berçait. Elle avait envie de tendre la main pour le toucher, s'assurer de sa présence. Une plainte l'alarma, suivie aussitôt d'un cri aigu de sanglots en cascade. « Maman, maman !» hurla Élisabeth. La fillette s'agitait, faisant grincer le sommier métallique au-dessus de Catherine. Elle se leva le plus vite possible. « Ma chérie, je suis là, c'est fini !» murmura-t-elle. « Chut, il ne faut pas crier si fort. » La petite pleurait, le souffle court, sa main tremblante s'accrochait au cou de sa mère. « Maman, j'ai peur, répétait-elle. « Là, descends, ma chérie. On va se serrer, tu vas dormir avec moi. » « Nom d'un chien, c'est pas bientôt fini ce bordel !» menaça d'une voix rauque le mari de Colette. « Foutez-lui une bonne paire de claques, elle fera moins de chichi. » « Excusez-nous, monsieur, » chuchota Guillaume, réveillé lui aussi. « Notre fille souffre de cauchemars ces derniers jours. » L'homme maugréa une insulte et n'ajouta rien.
Catherine, le cœur serré, caressait le front de son enfant. « Mais qu'est-ce qui te fait aussi peur, ma chérie ?» soupira-t-elle très bas. « Seigneur, si seulement je le savais. » Chapitre 3. Au milieu de l'océan. Sur la Champagne, vendredi 22 octobre 1886. Guillaume notait dans son calepin que leur 4e jour de navigation débutait. Le temps demeurait clément, mais la houle était forte, le vent froid. Des matelots étaient venus distribuer des seaux supplémentaires aux passagers de 3e classe, car beaucoup étaient en proie au mal de mer. L'odeur dans les dortoirs était des plus pénibles. « Nous passerons la journée en plein air », déclara Catherine à son mari. « Je ne comprends pas ceux qui restent enfermés ici du matin au soir. » La jeune femme, à peine réveillée, se soucia de sa toilette. Elle se brossa les cheveux pendant que Guillaume allait lui chercher de l'eau. « Dieu merci, on m'a offert une cuvette, » songea-t-elle. « C'est plus pratique pour laver Élisabeth et me tenir propre. » C'était une vieille dame juive qui lui en avait fait le cadeau. Depuis le départ du paquebot, la malheureuse restait alitée, en proie à des douleurs dans la poitrine. « Une de vos voisines, qui se fait appeler Coco, m'a dit que vous aviez perdu vos malles, » avait expliqué l'aïeule. « Je pensais en avoir besoin, mais je n'ai plus de courage. Ma belle-fille fait de son mieux pour s'occuper de moi. » Catherine avait eu droit à ces explications lorsqu'elle était allée remercier l'aimable octogénaire, dont le teint d'ivoire ne présageait rien de bon. « Vous attendez un enfant ?» s'était extasiée Rachel Bassan. « Une bénédiction du ciel. Il faudra m'amener votre petite fille, il paraît qu'elle est très mignonne. » Les deux femmes avaient beaucoup discuté, malgré les éclats de voix et les jurons d'un groupe d'hommes disputant une partie de cartes. Ainsi, peu à peu, au fil des heures, on faisait connaissance, attiré par une sympathie spontanée ou par le jeu du hasard. Il en était de même pour les caractères incompatibles qui se révélaient vite. On se tenait alors bien à l'écart les uns des autres afin d'éviter les querelles. « Je conduirai Élisabeth sur le pont dès qu'elle sera prête, » décida Guillaume en refermant son calepin. Leur fille avait encore fait un cauchemar durant la nuit. Elle s'était réveillée en larmes, moite de sueur, le regard effrayé. « Comment s'en étonner ?» répliqua Catherine. « La nourriture est insuffisante et de qualité médiocre. Des gens se plaignent car ils sont malades. Ils se lèvent plusieurs fois. Élisabeth ne peut pas avoir un bon sommeil dans ces conditions. » « Ma chérie, elle est loin d'être la seule enfant ici. Les fils de Colette dorment à point fermé. D'autres petits aussi, » plaida son mari. « Admets que ces cauchemars ont commencé à Montignac avant le dîner chez tes parents. Je me demande ce qu'elle a. » Le couple échangea un regard navré. Le docteur du village, qu'ils avaient consulté une semaine avant leur départ, s'était montré rassurant. « C'est de son âge, » s'était-il exclamé en souriant. « Cela passera. Faites-lui boire de la tisane, de tilleul ou de camomille. Qu'elle se dépense beaucoup la journée, il n'y paraîtra plus. » Ces paroles de réconfort tournaient à nouveau dans l'esprit de Catherine. Elle avait suivi les recommandations du médecin, mais de toute évidence, les plantes indiquées n'obtenaient pas le résultat espéré. « Tant pis si nous sommes à l'étroit ce soir, je la coucherai près de moi, » annonça-t-elle. « Fais à ton idée. Pour l'instant, notre princesse récupère. Elle dort mieux le matin, » fit remarquer Guillaume, attendri. « Bon, je vais essayer de te rapporter un gobelet de café chaud. »« Merci, mon amour, » murmura-t-elle à son oreille, en l'embrassant sur la joue du bout des lèvres, par pudeur. Il devait oublier jusqu'au sens du mot intimité, jusqu'à l'arrivée sur le sol américain. Colette leur en fournit la preuve sur le champ, en déboulant, la mine affolée de la salle du réfectoire. « Mon Dieu, c'est-il possible une chose pareille ?» se lamenta-t-elle, les mains jointes à hauteur de son opulente poitrine. « C'te pauvre dame, misère de nous !»« De qui parlez-vous, Colette ?» demanda Guillaume intrigué. « Mais c'te pauvre madame Rachel, qui vous a offert sa jolie cuvette émaillée, voilà qu'elle est morte. Au lever du soleil, a dit son fils, l'aîné, David. »« Seigneur, elle était si gentille, si douce, » gémit Catherine. « Je comptais lui rendre visite avec Élisabeth vers midi. Je lui avais dit d'appeler le médecin du bord. »« Son cœur a lâché, ouais.
insinua Colette. Pensiez donc qu'elle avait 82 ans. Mais elle voulait suivre sa famille qui émigrait. J'y retourne. J'ai proposé de faire la toilette du corps. Bouleversé, Guillaume se leva. Il avait rencontré à plusieurs reprises David Bassan sur le pont, et il l'appréciait. « Que va-t-il se passer ensuite ?» interrogea-t-il. « Nous touchons terre dans 6 jours, pas avant. » « Le capitaine doit descendre causer avec ces pauvres gens. Mais à votre avis, monsieur Duquesne, que voulez-vous faire ?» Catherine, choquée, prit un petit flacon d'eau de Cologne dans son sac et en humecta un mouchoir. Elle respira le tissu parfumé, les yeux mi-clos. « Maman ?» La voix fluette de sa fille aida la jeune femme à dominer son émotion. Son mari attrapa Elisabeth sur les lits superposés et la posa sur le sol. L'enfant, en chemise de nuit, ses cheveux bruns en désordre, était exquise à voir. Elle fixa sa mère de ses yeux très bleus. « Maman, ça sent bon, là, je trouve. »« Ma chérie, viens dans mes bras, » supplia Catherine. « Et ta poupée, tu l'as laissée seule ?»« Oui, elle se repose, maman. » Colette fit un signe de tête à Guillaume avant de s'éloigner. Il la suivit d'un pas rapide. « Pourquoi il s'en va, papa ?»« Il reviendra vite, ma princesse. Moi, il me faut un gros câlin, tout de suite. » Elisabeth ne se fit pas prier. Elle enlaça sa mère, la cajola, frotta sa joue contre la sienne. Toutes les deux se grisèrent de tendresse, de petits baisers, comme elles le faisaient chaque matin dans leur maison de Montignac. Catherine reprit courage au contact des bras ronds et chauds de sa fille. Il ne fallait pas songer au décès de la vieille dame, au sourire angélique, ni aux conséquences de sa mort. « Elisabeth, ma chérie, je vais te coiffer et t'habiller, puis nous irons nous promener sur le pont. Il faut respirer l'air marin et faire de l'exercice. Papa est occupé, il nous rejoindra. Sais-tu, il me reste des biscuits à la cannelle. Tu vas en manger un, avec un peu d'eau. »« J'aimerais mieux boire du lait, maman. »« Nous allons en trouver, c'est promis. Je t'achèterai une boîte de lait concentré. Ils en vendent au réfectoire. » Catherine savourait chaque geste familier. Elle brossa les boucles soyeuses de sa fille, qui se changeait naturellement en anglaise à leur extrémité, noua un foulard bleu sur ses cheveux. « S'il y a du vent, tu n'y verras pas sinon, » dit-elle en riant. « Mets ton paletot en laine aussi, et prends ta poupée. Tiens, tu l'avais cachée sous ton oreiller, coquine. » Le jouet, confectionné avec amour et habileté par sa mère, était devenu très précieux pour Elisabeth, autant que le soldat de plomb que lui avait donné Justin. Catherine avait sacrifié 3 des grands mouchoirs en lin de son mari, rangés au fond du sac en cuir, et elle s'était efforcée par un savant jeu de tissu à leur conférer une silhouette avenante. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.